Nous sommes donc au 13e jour de mobilisation des agriculteurs et un cap est-il en train d'être franchi. Pour la toute première fois, il y a des arrestations. 15 personnes interpellées ce matin pour entrave à la circulation. Des tracteurs font face aussi aux blindés des forces de l'ordre. Les annonces de Gabriel Attal hier après-midi n'ont pas calmé la grogne, bien au contraire. Ignacio Bornassin, Léa Merlier, Sébastien Guerche et nos équipes en région. Tracteurs et blindés n'ont jamais été aussi proches. Sur l'autoroute A6 dans l'Essonne, près de Chilly-Mazarin, les agriculteurs ne sont plus qu'à 10 km du marché de Rungis. Voilà, il faut être nombreux, il faut être fort, il faut tenir, parce que là on va rien lâcher de toute façon. Ça va monter, et bouillir. Voilà quoi. Et s'ils sont bloqués sur les autoroutes, les agriculteurs n'hésitent plus à traverser les villes. Après une semaine de mobilisation, défilé de tracteurs à Suilly-sur-Loire. La détermination des agriculteurs qui veulent rejoindre Paris est inébranlable. Ici, tous les ponts sont fermés par les gendarmes. On va négocier, et si à force de négocier, ils ne nous laissent pas passer, et on trouvera des solutions pour passer. On passera coûte que coûte. Pour augmenter leurs chances de passer, les convois n'hésitent plus à se diviser, et même prendre des chemins de traverse. Malgré les barrages, on continue, en espérant toujours atteindre notre objectif qui est Rungis et la région parisienne. Dans tout le pays, des centaines de kilomètres de routes sont bloquées ou extrêmement difficiles à emprunter. En région parisienne, un convoi est bloqué à 2 km de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Les actions se multiplient partout en France. À Saint-Étienne-de-Montluc, c'est une centrale d'achat de la grande distribution qui est bloquée depuis lundi. Épuisé, François Leroux dort sur la paille depuis 2 jours. Éleveur de vaches, lui et son associé vont se relayer pour être toujours mobilisés ici. C'est un relais pour durer, oui, pour montrer notre détermination. On s'organise pour ne pas avoir à bouger et pas avoir à lever le camp. À cause du manque d'approvisionnement, dans le supermarché juste à côté, les produits étrangers disparaissent petit à petit. Pas encore d'impact dans le chariot de course. Les agriculteurs ont pour l'instant le soutien d'une majorité de Français. Moi, je trouve qu'ils ont raison parce qu'ils travaillent comme des brutes. Ils ont un salaire de misère. De toute façon, on ne fait rien pour eux, on ne les écoute pas. Alors qu'est-ce que vous voulez, comment voulez-vous qu'ils réagissent? À Plaisance du Touche, en Haute-Garonne, la mobilisation se veut plus pédagogique. Ici, les camions de livraison sont arrêtés, les produits étrangers signalés. On trouve face à des produits espagnols comme ça, on peut aussi avoir de l'ail chinois. L'objectif, sensibiliser le consommateur. Ils sont déterminés à rester mobilisés. Le mouvement, il ne s'essouffle pas du tout. Concrètement, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui rejoignent le mouvement. Une mobilisation qui aujourd'hui a franchi une étape. Pour la première fois, des tracteurs ont réussi à atteindre l'une des portes du marché de Rungis. 15 agriculteurs interpellés ce matin et placés en garde à vue pour entrave à la circulation. Et sachez que ce matin, le président de la FNSEA a appelé, je le cite, au calme et à la raison, en ajoutant que beaucoup de sujets européens ne se règlent pas en 3 jours. À l'heure qu'il est, 100 points de blocage et 10 000 manifestants sont comptabilisés. Sur ces images, on voit bien à gauche l'autoroute A16 dans l'Oise et à droite le point de barrage tenu par des agriculteurs et leurs tracteurs. Autoroute déserte puisqu'elle est fermée. Image signée Bichente Akala. Cela a des conséquences pour toutes les livraisons dans nos commerces. Des transporteurs routiers sont bloqués depuis 48 heures, plus de 48 heures même. Sur les routes, ils rencontrent de nombreuses difficultés. Vous allez le voir, de jour et de nuit. Olga Lévesque, Patrick Ninine et nos équipes sur le terrain. 5 heures du matin et déjà les premières galères pour ce chauffeur routier. La portion d'autoroute qu'il emprunte habituellement est complètement bloquée. Mais là, vous voyez, on ne peut pas. Tous les matins, c'est un détour. On perd facilement une vingtaine de minutes. Pour arriver à l'heure, il est obligé de partir encore plus tôt. Et le soir, même problème. Avec les blocages, il met jusqu'à 1 heure de plus pour rentrer chez lui. C'est vrai qu'on s'en passerait bien. Toujours du temps qu'on préférerait, où on préférait être à la maison avec sa famille. Les blocages paralysent les grands axes routiers. Certains sont saturés, comme dans le Rhône. Sur ces images de vidéosurveillance, la portion d'autoroute est déserte, mais la départementale juste à côté est bien engorgée. Plus au sud, à Saint-Étienne, les livreurs de ce grossiste sont déjà en retard pour les livraisons du matin.
Attends, à quelle hauteur, s'il te plaît? Tu viens de sortir, d'accord. Et donc, j'estime à combien de temps leur livraison? Le client ici, c'est une école. Elle attend des fruits pour la cantine des élèves. Depuis la semaine dernière, une trentaine de livraisons ont dû être annulées. Avec l'allongement des temps de transport, certains produits sont déjà périmés avant même d'être livrés. Et nous, on reçoit la marchandise dans des états comme ça, parce qu'on ne peut pas le revendre, c'est de la perte sèche. Pour assurer ces livraisons compliquées qui peuvent durer toute la journée, je reste sur l'autoroute, tu vas? Le patron, plutôt habitué à rester dans ses bureaux, reprend du service derrière le volant. Un salarié, il a des heures à respecter, alors que moi, le patron, lui, il sait quand il part, il sait pas quand il rentre, et c'est comme ça, et puis voilà. Eux non plus ne savent pas quand ils vont pouvoir rentrer chez eux. Ces chauffeurs routiers sont bloqués en Côte d'Or, à Arnay-le-Duc, depuis dimanche soir. Stéphane devait livrer du sable en Italie. Il est stationné ici depuis plus de 48 heures. Depuis dimanche, vous pouvez comprendre qu'on en a un peu marre, quoi. Là, il y a des gars qui sont derrière, qui partent à la journée, qui n'ont rien pour dormir, qui n'ont rien pour manger, même si la commune d'Arnay-le-Duc fait tout pour nous aider. Comme tout le monde ici, il devra prendre son mal en patience. Le blocage devrait se poursuivre au moins jusqu'à vendredi midi. En bref, le ministre de l'Agriculture, lui, a annoncé que le fonds d'urgence pour les viticulteurs en difficulté va être porté à 80 millions d'euros, multiplié par 4. Les demandes pourront être déposées à partir de lundi prochain. Premier versement promis avant le Salon de l'Agriculture qui doit commencer le 24 février. En attendant, pour comprendre cette crise qui dure et qui s'exprime aujourd'hui avec force, je vous propose de prendre un peu de recul et de revenir aux racines de la colère. L'une de nos équipes s'est rendue dans la région où le revenu des agriculteurs est le plus faible. Le quotidien est dur, très dur même, les témoignages aussi. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Sylvie Pinatel et Baptiste Cisco. Les cocottes. C'est le jour que Félix redoute le plus dans l'année. Ça t'amuse pas, hein, tout ça, mais nous non plus. Allez. Une prise de sang sur chaque vache de plus de 2 ans pour savoir s'il y a de la tuberculose dans son troupeau. Le risque, c'est quoi? Pour nous, c'est que si les vaches sont positives, le troupeau est abattu. Tout perdre, à cause d'une maladie ou d'une sécheresse. Pour supporter les conséquences d'un aléa sanitaire ou climatique, il faut de la trésorerie. Or, une vache comme celle-là est vendue 600 €. Pour vivre de son travail, Félix aurait besoin qu'elle lui rapporte 3 fois plus. C'est-à-dire qu'on a nos coûts d'exploitation qui ont tellement augmenté, nos prix de vente qui ont même baissé. On est sur des marges négatives. Chaque heure passée, on perd de l'argent presque. Comme vétérinaire, Aude travaille depuis 15 ans avec ces éleveurs qui ont les revenus les plus faibles de la filière agricole. Tout augmente, sauf le revenu des agriculteurs, mais ce n'est pas eux qui le fixent. Il faudrait que ce soit eux qui puissent fixer. Il faut que je vende mon veau tant, ma vache tant, pour m'en sortir. Donne-moi le numéro, s'il te plaît. Jean-Marie non plus ne s'en sort pas. Et il aurait bien aimé lui aussi monter à Paris. J'ai ni d'argent ni de temps. À 57 ans, il vit grâce au RSA. Ils sont en train de nous tuer. On nous mettrait contre un mur, on nous mitraillerait, comme ça se faisait à la guerre. Il ne ferait pas pire. Sacrifié, disent-ils. Au nom d'un choix politique, garantir à tous une alimentation peu chère. Jugez plutôt. Il y a 50 ans, elle représentait 25% de notre budget. Aujourd'hui, 12, 2 fois moins. Ne fonce pas dessus. L'Europe importe ainsi des denrées à bas prix, mais qui sont souvent produites dans des conditions interdites en France. Et en fait, ce choix délibéré, ça veut dire qu'on s'assoit sur la sécurité alimentaire du territoire et on accepte que les savoir-faire disparaissent parce qu'on ne peut pas lutter au niveau du prix avec des contraintes qui sont différentes. Et c'est pour ça que Félix se bat avec d'autres paysans européens. Hello, Ward. Au sein d'une commission d'experts. Est-ce que chez toi, les gens sont prêts à payer plus cher ce qu'ils mangent? Et c'est pour cela aussi qu'il est allé jusqu'à l'Élysée proposer une solution d'avenir. Investir dans le travail du paysan, notamment celui qui plante des haies, entretient ses prairies et stocke ainsi du carbone. On était allé proposer au cabinet du président de la République d'accélérer la défiscalisation pour les entreprises qui investissent dans l'agriculture de qualité. Et grâce à ça, on soutient à la fois les agriculteurs et le climat. Et il y a urgence, car depuis 2010, le nombre de paysans a chuté de près de 20%.